Alors, pourquoi cette question des reconfigurations disciplinaires dans l'approche des maladies neurodégénératives? Je pense qu'on est tous d'accord pour penser qu'on assiste à une phase complètement inédite de l'approche de la maladie d'Alzheimer, des maladies apparentées, et comme on l'a vu depuis 3 jours, des maladies neurodégénératives, neuroévolutives, comme on se plaît à le présenter maintenant. Depuis une vingtaine d'années, nous avons à notre disposition, en tout cas nous pouvons utiliser, soit en recherche, soit déjà dans les soins, de nouvelles approches diagnostiques, de nouvelles méthodes de prise en charge des patients, une structuration de la recherche sur les thérapies non médicamenteuses, des pistes de thérapie médicamenteuse qui sont extrêmement intéressantes, avec plusieurs essais thérapeutiques en cours dont nous attendons les résultats avec impatience, même si les critiques sont nombreuses et les réserves sont nombreuses. Une restructuration, une organisation du parcours de soins qui, là encore, est complètement inédite. Et tout ça nous amène à penser, à se poser la question de ces déplacements de fonctions, de positions de l'ensemble des professionnels impliqués dans le diagnostic, le parcours de soins, la recherche. Alors, on ne peut pas donner la parole à l'ensemble des professionnels, à chaque catégorie de professionnels pour proposer ces questions de reconfiguration, mais on vous propose aujourd'hui trois exemples, 3 témoignages, 3 réflexions. À propos peut-être de l'approche diagnostique, on entendra les questions et le point de vue de Francis Eustache, directeur d'études à l'école pratique des hautes études à Caen et participant à l'espace éthique de Basse-Normandie. Donc Francis est neuropsychologue et nous parlera de la position des neuropsychologues dans la démarche diagnostique et la prise en charge, la prise en soin, la remédiation. Nous entendrons le professeur Hubert Blin, qui est gériatre, professeur de médecine interne et de gériatrie à Montpellier, au CHU de Montpellier, et qui présentera une nouvelle vision de la médecine du vieillissement à l'heure du développement du concept de fragilité qui amène les gériatres et tous les professionnels impliqués dans les soins dédiés à la personne âgée à repenser la médecine avant la dépendance du sujet âgé, avant la perte d'autonomie, donc une médecine de prévention secondaire et d'anticipation. Et puis nous accueillerons également le docteur Hervé Schneeves, qui est directeur du laboratoire de neurosciences de Paris-Seine et président de l'espace éthique national de l'INSERM, qui nous donnera, je pense, le point de vue du chercheur, mais également du clinicien et de l'éthicien, peut-être face à un nouveau positionnement de la recherche. Et je reprends la question qui me paraît extrêmement pertinente maintenant d'Audrey Gabel tout à l'heure sur doit-on continuer à cloisonner recherche et soins? Doit-on continuer à vraiment séparer les critères diagnostiques de recherche et de soins? C'est peut-être maintenant qu'il faut se poser cette question. Donc, Monsieur Schneeves nous parlera de la médecine des 4P, préventive, prédictive, participative et personnalisée, c'est bien ça. Et donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Francis Eustache, qui nous présente son point de vue, la place renouvelée de la neuropsychologie dans le diagnostic et la prise en charge. Bonjour à toutes et à toutes. Bon, je ne vais pas faire aussi bien que Catherine Olivet, mais je voulais quand même te remercier, Emmanuel, pour ces journées organisées qui sont remarquables, qui sont un échange, je pense, assez unique entre différents personnels qui s'intéressent à ces maladies, qui travaillent avec ces malades et qui réfléchissent à l'évolution des choses. Alors, le titre, c'est la place renouvelée de la neuropsychologie dans le diagnostic et la prise en charge. C'est vrai que je vais me centrer en tant que neuropsychologue, bon, avec des interactions tout de même avec la neuroimagerie, mais je pense que depuis 2 ou 3 jours, on a beaucoup parlé de différents aspects que je ne vais pas reprendre. Et puis, je trouve que les exposés de ce matin ont totalement introduit en fait cette deuxième table ronde, notamment avec nos collègues de Montpellier, et puis Carole également, qui a bien situé les choses.
sur les critères diagnostiques, les nouveaux critères diagnostiques, ces difficultés, on ne va pas dire impasse, mais sur le plan thérapeutique. Donc je vais tout de suite aller dans le cœur du sujet, qu'est la neuropsychologie. Alors, ceci dit, Fabrice, je ne sais pas si Fabrice Zil est là, et c'est vrai que je ne savais pas qu'on avait un invité d'honneur, Aloïs Alzheimer, sinon j'aurais mis une diapo que je n'ai pas eu le temps de retrouver. Parce que Aloïs Alzheimer, on le présente toujours comme un neuropathologiste, mais c'était aussi un neuropsychologue avant que le nom existe. Et dans un article qui est postérieur à 1907, je crois que c'est 1911 ou 1913, il y a l'interrogation de patients. Et je me souviens d'un patient, je montre ça à mes étudiants, c'est un journalier, Johannes. Et il y a toute l'interrogation de ce patient qui a une forme manifestement sévère de la maladie. Et les questions qu'il pose, c'est du type, quelle est la couleur de la neige ? Et il y a une question un petit peu perfide, mais qui est quand même très intéressante, c'est combien de pattes a un mouton ? Voilà les questions qui sont posées, il y a toute l'interrogation, c'est tout à fait remarquable. Vous voyez, c'est toutes les notions de mémoire sémantique, de problèmes de fonction exécutive, etc., qui étaient déjà pressenties avant qu'elles soient vraiment décrites. Alors, bon, je ne vais pas me lancer dans l'historique, parce que sinon le petit quart d'heure que j'ai ne va pas résister. Ça, c'est un peu la trame de ma pensée, mais je vais pas tout développer, mais c'est parce que je sais que je m'adresse à des personnes qui ne sont pas forcément neuropsychologues ou qui sont jeunes. Et donc, savoir que la neuropsychologie, c'est le premier mot que j'ai à définir, c'est un paradigme de lésion et de déficit, c'est-à-dire on met en rapport, pour connaître mieux les substrats cérébraux des fonctions mentales, on met en rapport des déficits ponctuels et puis des lésions cérébrales focales, notamment vasculaires. C'est ça la neuropsychologie qui a été découverte, on pourrait dire, à la fin du 19e siècle. Et pendant 100 ans, c'est essentiellement cela. Et les maladies dégénératives, moi quand j'ai commencé à travailler dans le domaine, les outils étaient totalement inadaptés pour étudier les maladies neurodégénératives. On avait des tests psychométriques complètement bancals qui n'étaient pas du tout adaptés à l'analyse fine de la sémiologie de ces patients. Et la neuropsychologie cognitive de ces maladies, dégénératives ou autres, hein, peu importe l'appellation, c'est le début en gros des années 80, oui, 1980. C'est extrêmement récent. Et avec la mise en place d'un cadre théorique très, très élaboré, qui vient notamment d'Angleterre, et d'outils de plus en plus adaptés. Et à partir de ce moment, alors c'est on peut dire c'est un peu le premier McCann, la neuropsychologie a une place centrale dans le diagnostic. Centrale, c'est-à-dire que c'est la clinique qui est centrale. Et à ce moment, alors vers les années 90, 95, la neuroimagerie, on pourrait dire que c'est fusionnel, hein. Il y a un rapport extrêmement fort entre la neuropsychologie et la neuroimagerie qui vient appuyer les découvertes de la neuropsychologie avec ses atteintes focales, ces corrélations qui ont du sens parce qu'elles s'inscrivent dans un cadre qui a du sens, c'est-à-dire qu'on a des connaissances du cerveau et des connaissances cognitives, et tout ça est harmonieux. Et puis ensuite, il y a les biomarqueurs, alors qui incluent certaines formes d'imagerie. Alors, ce n'est pas un divorce, hein, c'est pas aussi fort que ça, mais c'est un changement paradigmatique, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut vraiment comprendre ça, et ça a été déjà très très bien exposé ce matin, mais moi je voudrais vous le montrer dans le cadre de la neuropsychologie, et montrer un deuxième ébranlement en quelque sorte, c'est que tout notre travail de neuropsychologie, de la maladie d'Alzheimer, des DFT, de la démence sémantique, etc., est aussi un peu remis en cause. Parce qu'on s'aperçoit que la belle adéquation entre l'éthiopathogénie et la neuropsychologie, elle n'est pas aussi simple que ça. Pour autant, il ne faut surtout pas jeter la neuropsychologie. Il ne faut surtout pas. Au contraire, il faut l'amplifier, mais il faut lui redonner un sens un petit peu différent. Il faut vraiment qu'on y réfléchisse tous, et les neuropsychologues en premier lieu, bien entendu. Alors, intérêt des biomarqueurs au stade précoce, j'ai mis MCI, bon, qui est un repère grossier, on peut utiliser d'autres mots. Et en fait, les ambiguïtés, je pense, elles sont très fortes quand on est en amont du MCI. Je voudrais qu'on ait une discussion là-dessus. Au niveau recherche, les concepts de plainte mnésique, de SCI, si on veut parler anglais, sont extrêmement intéressants. Analyser cette plainte mnésique, c'est extrêmement intéressant, y compris pour le clinicien. Par contre, faire un diagnostic sur ces bases et éventuellement d'autres biomarqueurs, je pense que là, on est sur un terrain mouvant, pour reprendre un mot qui a été beaucoup utilisé pendant les deux journées précédentes. Et voilà, donc je vais vous parler de la place actuelle de la neuropsychologie en m'en tenant au diagnostic,
Mais j'ai bien mentionné que j'en reste là, mais évidemment, la neuropsychologie, elle ne s'arrête pas au stade diagnostique. C'est uniquement pour traiter mon sujet que j'ai mentionné cela. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les neuropsychologues? Ils ont fabriqué de nouveaux outils. Ils ont fabriqué de nouveaux outils, des instruments. Le neuropsychologue, il a à sa disposition des instruments avec des normes. Et une partie du travail du neuropsychologue, c'est d'utiliser ces outils pour voir s'il y a une déviation du sujet en termes statistiques par rapport aux normes. Et c'est très important. Et évidemment, les capacités préservées, on va en parler beaucoup, mais c'est aussi très important de pouvoir affirmer un déficit. Un déficit, c'est un mot qui a un sens sur le plan statistique. Et ça, il faut qu'on s'y tienne. Et il ne faut pas que les neuropsychologues se mettent à faire je ne sais quoi. Parce que c'est très important, quelqu'un qui se plaint de troubles de mémoire ou qui se plaint d'autres troubles, d'une plainte subjective qui reste à déterminer, il faut qu'on ait des outils adaptés pour cela. Alors, je ne décris pas le test, c'est plus le contexte général. Je ne vais pas vous faire un cours de neuropsychologie, je pense que ce n'est pas le but. Et puis, bon, il y a la mémoire. Pour moi, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de la mémoire. Je n'ai pas de problème avec ça. Et évidemment, la mémoire, elle interagit avec d'autres fonctions. Et puis, il y a d'autres troubles qui apparaissent. Comme ici, c'est des choses qu'on a beaucoup étudiées dans mon unité de recherche, c'est les troubles de l'écriture. Cette page, elle est extrêmement riche. C'est une femme qui avait un niveau scolaire excellent, qui écrivait parfaitement bien. Et là, c'est après 2 ou 3 ans. Alors, d'évolution, ça veut dire après que le diagnostic a été porté. Et vous voyez que ce que l'on voit ici, ce n'est pas le vieillissement. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie. C'est quelque chose qu'on a pu affirmer grâce à la neuropsychologie. C'était la grande cause nationale 2007. Et je pense que ça a été un moment important. Ceci dit, il ne faut pas forcément rester là. Bon, là aussi, je pourrais passer presque des heures à vous commenter vous voyez, cette production des patients avec des changements de casse, avec une régularisation orthographique, etc. Mais je ne le ferai pas. Ça, c'est un autre patient qui a été publié dans Neurology il y a longtemps. C'était un patient américain, ça ne vient pas de mon unité. C'est 2 copies de la figure de Rey. Vous voyez, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est un homme, pareil, qui avait un bon niveau socioculturel, donc c'est pas un problème socioculturel. Et vous voyez, en plus, les temps sont très longs. C'est la figure de Rey. Vous reconnaissez la figure de Rey, mais c'est très long. Et puis, ça, c'est une autre production du même patient. Vous voyez, le même patient. Et on lui donne un dessin qui a du sens. Et c'est une espèce vous voyez, comme les Anglais, quand les Anglais nous envoient des cartes, moi je reçois des amis en Angleterre, ça ressemble un petit peu à ça. Il n'y a pas que les Anglais, mais moi j'en reçois d'Angleterre qui sont comme ça. Voilà. Et vous voyez, le dessin est remarquable, un dessin qui a du sens. Et donc là, simplement, je pense que quand vous voyez ça, tout de suite vous pensez à la suite. Et la neuropsychologie, c'est ça. Donc c'est des outils qui affirment des déficits et puis en même temps des pistes. Des pistes qui sont données parce qu'au moment, avant même le diagnostic, dès que le patient est en contact avec un clinicien, on pense déjà à la suite. Alors, on ne pense pas forcément qu'on va faire le diagnostic tout de suite, mais on pense à la suite. Et c'est ça l'anticipation. Alors, ça c'est un autre... Là, on est plus à la frontière de la recherche. Ça, c'est un travail qu'on avait fait dans mon unité avec Pascal Piolino et tous les collègues. On rentre un peu dans la vraie vie. Bon, la mémoire, ce n'est pas simplement des mots, vous voyez, qu'on apprend des listes de mots, mais c'est la mémoire autobiographique. Donc, c'est des questionnaires qui permettent plus d'évaluer la mémoire dans la vie courante, avec des résultats, je pense, qui ont été très intéressants. On a publié beaucoup d'études de ce type. Donc, c'était le premier qui avait été publié dans Brain. On voit pas la ligne du temps, ça s'est effacé sur la diapo, mais l'ancien est à gauche, et puis le récent est à droite. Et on voit la maladie d'Alzheimer avec le gradient dit de Ribot, vous voyez, qui préserve relativement l'ancien. Et puis on voit d'autres maladies qui ont des profils complètement différents. Et ça n'avait jamais été décrit, avec la démence sémantique qui a un profil inversé, c'est-à-dire au détriment du récent, au détriment de l'ancien, qui va toucher plus le récent, qui va toucher plus l'ancien, et puis la démence au sens démence frontotemporale au sens frontal, qui elle va atteindre tous les gradients, tous les niveaux, tous les âges, parce qu'on est plus dans un problème de récupération globale. Alors ça, ce sont des messages qui sont intéressants. Bon, c'est sur des groupes de patients, évidemment. Après, c'est intéressant au plan individuel, parce qu'on voit que la neuropsychologie, ce n'est pas simplement le diagnostic, mais c'est aussi une compréhension des mécanismes et des prises en charge qui vont être donc très différentes. Bon, ça, c'est la longue histoire entre
la neuropsychologie et la neuroimagerie. Donc on peut utiliser le cerveau entier avec des analyses de type SPM, puis on peut mettre la focale sur certaines régions du cerveau qui sont très importantes. Alors ici sur la gauche, c'est uniquement visualiser les sous-champs hippocampiques, et puis sur la droite, ce sont des corrélations qui sont faites, c'est juste pour se repérer, et qui montrent qu'un score d'encodage en mémoire épisodique, c'est-à-dire qu'on considère que dans la maladie d'Alzheimer, ce qui est atteint, c'est la phase précoce, c'est la mise en mémoire qui est atteinte, même si les autres moments du processus de mémorisation sont aussi altérés, et on voit que c'est en relation avec le champ C1 de l'hippocampe, et puis il y a d'autres régions, bien sûr, qui lui sont connectées. Donc vous voyez, on a cette belle harmonie entre l'imagerie et la neuropsychologie. Et puis là, il y a cette proposition, bon, tout ça, c'est pas fait en un jour, hein, cette proposition des biomarqueurs. Donc les biomarqueurs, c'est quoi? Finalement, je vais peut-être donner la définition parce qu'elle n'a pas été donnée. Ce sont des variables qui sont soit physiologiques, biochimiques, anatomiques, quand c'est l'IRM par exemple, je vais prendre cet exemple-là, qui peuvent être mesurés in vivo, donc ça c'est un changement extrêmement important, et qui peuvent renseigner sur les modifications qui sont liées à la maladie. Alors, il y a des marqueurs d'imagerie et des biomarqueurs du LCR, et puis ici sont mentionnés les 5 plus courants, mais tout ça est quelque chose, bien sûr, qui va évoluer. Alors, ça, en IRM, c'était les premiers travaux qui datent du début des années 2000. Alors, c'était des travaux très, très pénibles, parce que je me souviens des étudiants qui dessinaient les hippocampes, ça leur prenait des jours et des jours. Et puis ensuite, il y a eu les techniques automatisées. Et là, il y a un message qui est fort sur cette dia. Vous voyez sur la droite, donc c'est l'atrophie hippocampique au moment du diagnostic de MA, de maladie d'Alzheimer. Et puis en fait, ces personnes-là ont été examinées en amont, parce qu'elles avaient déjà des petits troubles. Et on voit très bien que 3 ans avant le moment du diagnostic, eh bien, on a déjà une atrophie de la région hippocampique qui est bien visible. Alors, des études comme ça, maintenant, elles sont pléthoriques, hein, avec différentes techniques. Même chose pour l'hypométabolisme cérébral. Là, c'est une diapo qui vient de Caen. L'hypométabolisme d'une autre région du cerveau, qui est le cingulaire postérieur, hein, gyrus cingulaire postérieur. Donc ça, évidemment, c'est tout un débat sur ces liens entre atrophie et hypométabolisme sur lesquels je ne m'étends pas. Alors, je reviens à cette idée de la maladie d'Alzheimer et du vieillissement dit normal. Ça, c'est un papier qui vient de l'unité, qui est un papier que j'aime bien, Gregoria Kalpoussos, qui est maintenant chercheur au Karolinska, hein. Et donc on voit qu'en fait, ce qui est préservé, ce qui est le mieux préservé au cours du vieillissement normal. C'est-à-dire quand on examine une grande cohorte de personnes d'âges différents, qu'est-ce qui se modifie le moins avec l'IRM anatomique à droite et avec le PET scan, le TEP-FDG sur la droite. Et en fait, dans les deux cas, bien, ce sont les régions qui sont les plus précocement atteintes dans la maladie d'Alzheimer. Donc là, on a un message fort. Vieillissement versus maladie d'Alzheimer. Alors, dans la discussion, je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple, et notamment chez les sujets âgés, mais je pense que c'est un élément de la discussion. Alors, ça, c'est l'ère actuelle, donc avec 3 grands biomarqueurs en imagerie, le PET-FDG en haut, l'atrophie en haut, l'hypométabolisme au milieu, et puis les examens TEP, cette fois-ci en AV45, en bas de la diapo. Et puis sur la droite, un résultat qui n'est pas encore publié, plus original, qui porte sur des sujets qui sont normaux, qui n'ont pas de troubles cognitifs quand ils se présentent au laboratoire, qui sont apparentés à un patient atteint de forme génétique de la maladie d'Alzheimer. Cette analyse ici porte sur 12 sujets, et on voit clairement les sujets sans amyloïdes, et puis à droite, les individus avec amyloïdes. Donc on voit la puissance de ces marqueurs en imagerie qui ont conduit à ces vagues, hein, qui sont un petit peu au centre, je pense, de notre réflexion ce matin. Ce n'est pas le seul résultat important, mais c'est quand même un élément extrêmement important, à savoir que la maladie d'Alzheimer, elle est représentée comme ça, avec d'abord des modifications des paramètres physiopathologiques, alors que ce soit taux
ou A bêta dans tel ou tel sens, comment ils sont intriqués, c'est pas le débat que je veux lancer là, mais c'est qu'ils sont en premier, c'est qu'on peut les détecter en premier. Et puis surviennent ensuite les modifications structurales que l'on peut mesurer avec l'IRM anatomique, la mémoire et puis les autres fonctions cognitives. Donc quand on voit ça, c'est vrai qu'on se dit, la neuropsychologie, elle est à la traîne en fait. Et ce qui va être extrêmement important, c'est d'avoir des biomarqueurs, d'utiliser ces biomarqueurs qui sont beaucoup plus précoces, et c'est vrai, qui sont présents de façon beaucoup plus précoce dans le cerveau des patients. Ça, c'est une donnée qu'il faut méditer. Et puis l'autre donnée qu'il faut méditer, qui est importante, c'est pas non plus essentiel, mais c'est important. Donc ça, ce sont des données qui viennent d'Australie, de Gaëlle Chetela, c'est une étude qu'elle a faite en Australie. Donc les patients Alzheimer, ça c'est le marquage amyloïde avec le PIB, cette fois-ci, c'est pas le même marqueur que celui qu'on utilise dans le laboratoire, mais peu importe, ça marque schématiquement la même chose, les plaques amyloïdes. Vous voyez que pour les patients Alzheimer, c'est presque parfait, il y a juste un patient qui échappe à ce marquage. Les MCI, on voit qu'ils se distribuent, et puis on peut penser que les choses vont évoluer, mais il y a ce résultat tout de même qui est troublant, je pense qu'il faut le retenir. Il y a une certaine cohérence dans beaucoup d'études qui ont été faites maintenant. Il y a à peu près 30% des sujets âgés qui bénéficient de ces examens en TEP amyloïde qui ont un marquage positif. Donc ça, il faut l'inclure aussi dans notre rationnel pour relativiser peut-être la place de ces biomarqueurs. En tout cas, ça fait partie de notre raisonnement. Alors, les questions maintenant que j'ai à poser, il y a des questions sans réponse, puis il y a des questions où il y a des réponses. Les biomarqueurs imparfaits, évidemment, on peut penser que ces biomarqueurs vont être améliorés au fil du temps, qu'ils vont être utilisés en interaction. Ce que je disais un petit peu en introduction, c'est qu'au stade de la maladie d'Alzheimer diagnostiquée sur les critères actuels ou au stade même de MCI amnésique, ces biomarqueurs sont très intéressants en clinique. Je parle de la clinique là. Du MCI au SCI du patient qui consulte, parce qu'il y a deux types de SCI, il y a deux types de plaintes. Il y a la plainte du patient qui se présente à la consultation, et puis il y a la plainte du sujet en épidémiologie qui est très différente. C'est-à-dire quand on va au domicile de quelqu'un qui accepte de participer à une étude, si on lui demande s'il se plaint de la mémoire, généralement il vous dit oui. C'est très rare que quelqu'un à qui on... Est-ce que vous avez des problèmes avec votre mémoire? C'est normal qu'on dise oui. Le fait de ne pas dire oui, c'est suspect, parce que la mémoire, elle est faite en grande partie pour oublier. Donc vous voyez, la question, elle contient la réponse en quelque sorte. Donc c'est pas du tout la même chose. Alors, donc c'est la ligne suivante, vous voyez, plainte sans consultation. Alors, ça voudrait dire, est-ce qu'il faut faire un dépistage? Ça a été évoqué tout à l'heure. Et là, je crois qu'il y a une réponse. Je crois qu'il y a une réponse qui est simple, c'est non. C'est non, et il faut expliquer pourquoi. Donc, je pense que nos deux amis de Montpellier ont donné déjà les réponses avant que je pose la question. Mais je pense qu'à ces questions-là, on peut donner des réponses simples. Et j'en reviens à mes symptômes nécessaires, les déficits cognitifs. C'est là que la neuropsychologie doit vraiment s'affirmer, c'est-à-dire que c'est très important que ce diagnostic soit fait sur des critères cliniques. Les critères cliniques, c'est des critères neuropsychologiques, c'est des déficits neuropsychologiques. Je pense qu'un diagnostic fait en amont sans déficit, c'est passionnant quand on est chercheur. Moi, je travaille, c'est mon pain quotidien, on pourrait dire, et c'est le pain quotidien de quasiment une bonne partie de mon unité de recherche. Et tout de suite, quand Pierre a dit c'est très important que la clinique et la recherche soient proches, on ne peut qu'applaudir. On ne peut qu'applaudir. Et je pense qu'on a une organisation dans notre pays qui est bonne, qui peut toujours être améliorée, parce qu'il faut toujours dire qu'on peut améliorer, mais qui est globalement bonne avec les CM2R, etc. En même temps, ça nous met dans des situations, parce qu'on est beaucoup à être à la fois clinicien-chercheur. Et c'est pas si simple implicitement à organiser. On ne peut pas avoir une double pensée. Donc je pense que c'est aussi un vrai sujet de réflexion. Et un sujet de réflexion que l'on doit avoir avec nos collaborateurs, nos étudiants au quotidien. C'est pour ça que ces réunions ici et puis ces espaces éthiques qui sont maintenant organisés dans toutes les régions de France sont absolument fondamentaux quand on travaille sur ces sujets-là. Alors,
La neuropsychologie, c'est bien, oui. La neuropsychologie, c'est bien, mais il faut aussi qu'elle se remette en cause. Il faut qu'elle soit plus performante. Donc, il faut créer de nouveaux tests. Et ça, je vous les montre. Je vais juste vous montrer les photos. Vous voyez, des tests qui mesurent des concepts qui sont très sensibles. Par exemple, la mémoire prospective, la mémoire de ce qu'on doit faire à un moment donné ou en réponse à un signal quelconque. Alors là, on voit, vous voyez, les cannelés, parce que c'est sympa pour la pause, mais ça peut être le four, vous voyez. On voit tout ce qu'il y a derrière comme importance pratique. Et puis ensuite, sortir aussi des aspects purement expérimentaux et puis rentrer dans la vraie vie. Alors la vraie vie, c'est un cliché pour Caen, hein, c'est le mémorial de Caen. Alors, vous me direz, c'est pas forcément la vraie vie, mais montrer que on peut utiliser, c'est pas une vraie image, hein, c'est une image de réalité virtuelle, on peut utiliser ces techniques de plus en plus. On est encore dans le domaine de la recherche, mais c'est certainement passionnant de creuser ces aspects-là. Puis ça, c'est d'autres fonctions cognitives qui sont très importantes. Hein. C'est la théorie de l'esprit qui peut expliquer beaucoup de troubles du comportement. Et sur ces terrains-là, la neuropsychologie a été très en retard. Hein. C'est beaucoup plus dans le domaine de l'autisme, de la schizophrénie que les progrès ont été faits il y a 20 ou 30 ans. Et la neuropsychologie a raccroché les wagons avec l'équipe de John Hodges au début des années 2000. Et maintenant, ça devient un sujet très important. La réserve cognitive, plasticité, il faut qu'on en parle pendant la discussion. C'est très important et je pense que ça remet les biomarqueurs à leur juste place. Hein, c'est-à-dire qu'on peut, d'ailleurs ça a été décrit au début comme ça, à la fois avec de l'anatomopathologie et avec des examens en IRM qui montraient que des patients qui avaient une atrophie très importante avaient en fait des petits déficits cognitifs. Hein, donc, et ce concept qui était flou encore au début des années 2000, il est de plus en plus structuré, il permet de mettre en place des actions de prévention et c'est une donnée complètement nouvelle et on doit en tenir compte. Et c'est pas forcément facile d'en tenir compte. Puis la dernière chose, c'est pour répondre, j'ai hésité à la mettre, parce que c'est toujours un peu gênant de parler de soi, mais tous les chercheurs qui se sont exprimés ont parlé de la communication, ont parlé des médias. Alors, juste vous dire que l'INSERM a pris les choses en main, et je trouve que c'est bien, c'est courageux, parce qu'on est des fois gêné de parler aux journalistes, parce que bon, les chercheurs ont leurs responsabilités. Hein, les chercheurs essaient de mettre leur équipe en avant, leurs travaux en avant, mais c'est vrai que c'est pas forcément notre métier, on le fait plus ou moins bien. Et donc l'INSERM a créé cette petite collection. Ça, c'est le premier livre qui vient de sortir. Donc, il y a un cahier des charges extrêmement strict. C'est des petits livres avec des questions qui sont posées, des questions qui peuvent rester ouvertes. Ça va plaire à Emmanuel, parce que l'éthique sont des questions qui restent ouvertes, mais des questions aussi où il y a des réponses. Où il y a des réponses argumentées. Et vous ne trouverez pas dans ce livre qu'il y a un médicament qui va sortir dans 2 ans et qui va soigner tous les malades. Donc, par contre, il y a ce genre de questions est posée et les réponses sont données par des chercheurs donc, qui coordonnent le livre mais qui font appel à toute une communauté pour y répondre. Désolé d'avoir pris 1 minute de plus. Et merci beaucoup pour votre attention. Un grand merci, Francis, de nous avoir fait revisiter un petit peu les belles confrontations historiques entre la neuropsychologie, la neuroimagerie anatomique, la biologie et maintenant la neuroimagerie métabolique. Et tu as dit, est-ce que la neuropsychologie est un peu à la traîne par rapport à tous ces magnifiques biomarqueurs? Je sais que tu ne le penses pas, mais c'est vrai que je voudrais rappeler cette situation du quotidien où un patient plus ou moins âgé vient se plaindre de sa mémoire en consultation et tout notre travail, ça va être de rassembler un faisceau d'arguments cliniques et neuropsychologiques pour repérer une plainte suspecte, pour repérer une dégradation dans le temps et décider de la démarche diagnostique. Et on a besoin de l'expertise du neuropsychologue, de la neuropsychologue, pour confronter les petits déficits qu'on va, enfin les performances du patient qu'on va observer en consultation par rapport au vieillissement cognitif attendu. Et c'est pas facile, expertise. Par rapport aux conséquences d'un trouble attentionnel, d'un trouble anxieux, d'un trouble dépressif. Et je pense qu'il serait extrêmement dangereux d'aller en fast-track marqueurs, même s'ils sont excellents, parce qu'on mettrait en évidence ces lésions qui peuvent s'accumuler pendant des années, 10, 15, 20 ans, avant les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Et je crois qu'il faut toujours avoir ça en tête. C'est basique, mais c'est vraiment un garde-fou. Et notre stratégie diagnostique, elle est comme ça. Et je pense qu'elle n'est pas prête de bouger. Donc un grand merci.